C'est désormais au tour de Jérôme Leleu, fondateur de l'agence Interaction Healthcare, aussi président adjoint de la commission service à Cap Digital, également membre du bureau de l'association Renaissance Numérique et membre du réseau BPI Excellence, de vous parler de la santé et de la e-santé. Et justement, c'est plus que jamais de circonstances et d'actualité, puisqu'hier, ils annonçaient une levée de 5 millions d'euros pour développer leurs services liés à la simulation numérique et au serious game. Voilà. Merci, Jérôme Leleu. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me prends rapidement. Donc, Jérôme Leleu, on vient de... Alors, je pense que ça va être là, voilà. Donc, rapidement, notre métier, c'est de pouvoir imaginer des applications numériques pour les patients et les professionnels de santé. Je crois qu'on en a parlé juste avant. Il y a beaucoup d'un tropisme très technologique, mais c'est avant tout l'intérêt pour les patients et les professionnels de santé. Je suis également membre de Digital Aquitaine et de TIC Santé. Donc la e-santé sur la région Aquitaine est extrêmement importante et il y a tout un écosystème qui se développe. Ce ne sera peut-être pas le sujet de ce soir, mais sachez que la e-santé est un vrai sujet. Donc j'ai 10 minutes en fait, ça, on passe de 20 à 10 pour vous donner en fait un regard sur la nouvelle chaîne de valeur de la santé, avec bien sûr la dimension numérique. Alors je ne vais peut-être pas passer toutes les slides qui étaient prévues, peut-être se concentrer sur celles que vous avez à l'écran, qui sont le rappel des grandes tendances de la e-santé. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui était dit juste avant, c'est qu'on va retrouver pas mal de technologies, parce que la santé, eh bien, c'est vous, c'est au quotidien, toutes les personnes ont bien sûr un intérêt par rapport à la santé. Donc on va parler bien sûr d'objets connectés, on va parler de mobile, qui est maintenant, je dirais, la base de la e-santé. On va parler également de collaboratif, de communautaire, on va parler de nanotechnologie, on va parler de gamification, donc utiliser les ressorts du jeu vidéo pour pouvoir expliquer une maladie, de pouvoir faciliter la compréhension notamment d'un traitement. Mais c'est la réalité augmentée, c'est l'intelligence artificielle, l'impression 3D, on va pouvoir recréer certains membres, mais c'est également la médecine personnalisée et prédictive, et on va en parler. Donc sachez que ces technologies, en fait, elles ont tous un impact, et on ne peut pas les traiter de manière, on va dire, isolée ou en silo. C'est bien toute une évolution, et il faut donc l'agréger. Alors on parle souvent de médecine, donc des 4 P, ces 4 P que vous voyez de manière assez importante aujourd'hui, le prédictif, notamment avec tout ce qu'on appelle avec le big data, de pouvoir permettre, et ça a été un des sujets abordés tout à l'heure avec Watson d'IBM, permettre d'identifier les pathologies que vous pourriez avoir, du préventif, où là on va travailler également peut-être sur la motivation des personnes à pouvoir avoir des comportements qui éviteraient des pathologies chroniques 10 ou 15 ans. Donc on va vous proposer de pouvoir marcher un peu plus ou faire d'autres activités. Et comme pour le tourisme, et c'est ça qui est intéressant par rapport à peut-être toutes les interventions, c'est que je souhaite un traitement, pour moi, c'est des informations que je vais trouver de manière personnalisée. Et puis également le côté participatif, parce que c'est fini de pouvoir recevoir l'information et puis ne pas être acteur, je veux être acteur de ma santé. Et puis les choses évoluent, et volontairement j'ai laissé, puisque c'est une slide que j'ai présentée il y a quelques mois, et maintenant on parle de la médecine des 5 P, et notamment la médecine des preuves. Et les preuves, c'est typiquement la e-santé, c'est que vous avez aujourd'hui plein de solutions qui existent, et vous avez un vrai sujet qui est l'évaluation. Est-ce que les sujets, et notamment les technologies numériques dans la santé, sont validées? Je pense à des sociétés comme Sanofi et Voluntis qui ont développé des solutions sur la prise en charge de patients diabétiques. Ils en sont à une dizaine d'années aujourd'hui de tests, et ce n'est toujours pas validé. Et donc c'est important d'avoir cette médecine donc des preuves. Alors je vais passer rapidement puisque personne ne va la voir, mais voilà, tous ces cercles, c'est la connexion entre la e-santé, c'est le big data, c'est la gamification qu'on évoquait. Donc toutes ces technologies aujourd'hui forment le bloc de la e-santé. On parlait d'un développement assez important en France et à l'international. En France, c'est 2,5 milliards pour la e-santé, avec tout ce qui est télémédecine, M-santé, télésanté. Alors bien sûr, il faut pondérer un peu, puisqu'il y a beaucoup de systèmes hospitaliers, mais notamment la télémédecine se développe énormément. Alors je passe rapidement sur ce point-là, mais vous dire qu'il y a des mutations qui sont importantes, les maladies chroniques qui se développent de plus en plus, il y a un vieillissement de la population, il y a aussi des nouvelles attentes, on en a parlé tout à l'heure, et forcément une évolution de la médecine. Tout cela contribue au développement de la e-santé.
Et puis, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites en quoi le numérique pourrait peut-être faire changer le système de soins, puisque quand on parle de e-santé, il y a le i de électronique, mais la santé, c'est avant tout aussi de l'organisation. Et que si vous mettez en place que de la technologie, mais vous ne revoyez pas le modèle d'organisation, eh bien ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, on estime donc 6 milliards de dollars d'économie en 2014 et jusqu'à 100 milliards en 2020. Alors c'est bien sûr la prospective, mais c'est montrer que ce système pourrait faire économiser de l'argent. Voilà, donc il y a eu pas mal de chiffres. Je les passe pour vous montrer l'ensemble. Et puis, mon but, ce n'est pas de vous donner un regard sur la e-santé où tout va bien. Je pense qu'il y a aujourd'hui des freins qui sont légitimes sur la fiabilité, notamment sur les objets connectés. Est-ce que ce que je vais connecter va être extrêmement fiable, notamment peut-être sur des données médicales très précises, notamment sur la tension et autres. La valeur médicale, et donc là, notamment, le corps médical est extrêmement important. La simplicité. Et là, c'est clair que c'est des choses qui ont été abordées aussi, notamment à la Grande Jonction, sur l'expérience utilisateur. Je veux de la simplicité et pas des applications complexes. Et puis, bien sûr, les aspects économiques et la sécurité de données. Et là aussi, ça peut être un sujet en tant que tel. C'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données par rapport à différents acteurs qui sont présents dans la chaîne de la e-santé. Voilà. Donc déjà, les points à retenir, c'est ce qu'on appelle le patient empowerment, c'est-à-dire je veux être acteur. Et c'est fini, en fait, le patient en fait, qui reçoit, on parle souvent même des fois de patients cyberchondriaques qui veulent absolument avoir toute l'information. Eh bien, c'est ce patient qui a peut-être un problème et qui, pendant 2-3 jours, va regarder plein de sites en tapant sur Google et va aller voir son médecin. Son médecin va lui donner peut-être une réponse qui ne correspond peut-être pas au doute qu'il a pu avoir et donc va revenir chez lui, reconsulter, voire même peut-être le faire sur son mobile devant le médecin, qui va peut-être l'envoyer chez un spécialiste et il va continuer à regarder. Donc ça, c'est une information qu'on rencontre, nous, les médecins, tous les jours. C'est une réalité aujourd'hui d'avoir des patients qui veulent être acteurs, veulent connaître, veulent comprendre. Et bien évidemment, tous les éléments se développent autour du mobile, qui est un vecteur fort. Bien évidemment, les objets connectés, on parle de 15 milliards. Alors, tous ces chiffres changent tous les jours. Mais ce qui est important, c'est que tous les objets, y compris, et pas que la santé, seront connectés. Par contre, on aura des éléments peut-être de facilité. Et ma conviction, c'est que l'objet connecté où vous devez être acteur en essayant de capter toutes les 5 minutes de la donnée, je n'y crois pas. On a tous un travail, de l'activité, des enfants à s'occuper. Par contre, vous avez maintenant des objets connectés qu'on appelle les wearables. Donc, c'est des choses que vous portez sur vous, donc ça peut être intéressant pour des patients qui ont des pathologies chroniques, voire des multiples pathologies. Mais vous avez aussi Google qui, vous voyez en haut, a inventé une lentille connectée et qui permet notamment d'avoir l'ensemble de la glycémie et de pouvoir contrôler sa glycémie. Donc voilà, donc l'Internet de moi, je veux absolument avoir de l'information et qui est personnalisée et qui sera un des enjeux des objets connectés, puisque, ça je le passe rapidement, on sait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un objet connecté, 66% des gens qui ont acheté un bracelet, les Fitbit et autres, 66% finissent non pas sur le bracelet, enfin sur le poignet, mais dans le tiroir. Parce que, on va me dire qu'il faut faire peut-être 10 000 pas, qui n'ont jamais été une recommandation de l'OMS, comme on le voit souvent, mais je n'ai pas d'information, je ne sais pas ce qu'on va me proposer. Donc j'ai besoin de donner de l'information, mais j'ai besoin aussi d'en récupérer. Alors qu'est-ce que ça change pour les acteurs de santé? Vous avez vu tout à l'heure beaucoup de technologies, vous avez plein d'acteurs qui sont présents, des gens que vous connaissez, des laboratoires pharmaceutiques, des gens comme Sanofi, Novartis, des gens qui sont dans le matériel médical comme Medtronic. Mais vous avez des nouveaux acteurs, des acteurs par exemple comme Google, comme Amazon, donc les fameux GAFA qui veulent préempter le domaine de la santé, et puis plein de start-up, puis des acteurs qui viennent du monde du sport. Et donc aujourd'hui, le domaine de la e-santé est, intéressé par une multiplication des acteurs. Vous savez que WeSing vient d'être racheté par Nokia, je pense que vous l'avez entendu il y a maintenant 2 semaines, et qui montre qu'il y a un vrai marché au niveau international. On peut avoir aussi d'autres lectures de ce rachat. Et puis, vous voyez, des acteurs comme Terraillon. Et on va voir dans quelques secondes que l'esprit Kodak qu'on a évoqué tout à l'heure peut être intéressant. Et puis, vous avez des acteurs, des startups. Je pense à Human Life. Human Life, qui est un carnet de santé virtuel que vous pouvez, et donc qui vous permet de savoir tous les examens, puisque tout le monde sait bien sûr ce que vous devez faire comme examen. Et là, c'est le but de Human Life, de vous le rappeler et de savoir ce que vous devez faire.
Donc, je parlais des GAFA. Les GAFA, aujourd'hui, ont tous des volontés fortes d'être dans le domaine de la santé. Alors, comment on peut l'illustrer? C'est vrai qu'on parle souvent d'ubérisation. On m'appelle souvent pour me dire est-ce que la santé va être ubérisée avec ce qu'on peut bien sûr connaître dans le domaine du taxi. Eh bien, Kodak est plutôt pour moi vraiment le bon exemple, et je vais pas répéter, mais cette kodakisation, c'est de se dire il va falloir le faire avec les acteurs, avec les médecins, avec les patients, et c'est plus ce phénomène qu'il faut faire attention. Donc là, Google avec la lentille, j'en ai parlé il y a quelques secondes, mais vous dire aussi qu'il y a des collaborations qui naissent. Par exemple, AbbVie, qui est un laboratoire pharmaceutique qui travaille avec Google, Calico, qui est donc la branche santé avec des médecins, des chercheurs, et ils ont investi 1,5 milliard pour pouvoir travailler ensemble. Donc le laboratoire, ce n'est plus le médicament, la molécule, c'est essayer de travailler aussi sur la compréhension. Mais c'est également sur... je ne sais pas si ça fonctionne toujours. C'est là? Non. C'est bloqué, voilà, c'est bon. On parlait de la robotique. Johnson & Johnson travaille avec Google pour fournir toute une plateforme autour de la robotique. Et là, c'est un vrai sujet de fond. Quand Google s'intéresse à la lentille qui est sur votre œil, mais également aussi la robotique pour le soin, eh bien, ils font le même projet qu'ils ont fait dans le mobile en rachetant Android. Ils contrôlent l'ensemble de votre système. Eh bien, on peut penser que Google a besoin, et là il y a toutes les théories du transhumanisme, eh bien que Google sera au cœur de votre corps et va contrôler eh bien, la glycémie en contrôlant votre pompe et donc directement travailler avec les acteurs qui le fournissent. Donc ça peut paraître très anxiogène pour reprendre le terme tout à l'heure, mais c'est des réalités. Voilà. Et donc vous avez aussi des nouveaux acteurs qui se mettent donc des assurances, qui vont fournir eh bien, des objets connectés, comme on l'a dans le domaine de l'automobile. Pay as you drive. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire comment on va se comporter et peut-être d'avoir un abonnement ou une cotisation différente. Ça pose plein de problèmes d'éthique, mais ce sont des sujets de fond qui sont également présents. Et puis, on parlait de Big Pharma et de start-up. Aujourd'hui, 23andMe, qui est une société qui a été créée par l'épouse d'un des cofondateurs de Google et qui permet en fait de définir eh bien, votre génome humain. Donc vous prenez de la salive et on vous donne eh bien, votre génome humain, et donc vous pouvez savoir quelle maladie vous pourriez potentiellement développer. Et là, quand je parle de caractère anxiogène, on est en plein dedans. Eh bien, des sociétés comme Pfizer, Genentech, sont intéressées pour pouvoir faire des études. Et là aussi, on est dans le cœur d'un des points importants de la e-santé, c'est la transparence. Parce que là, on est dans un double modèle où vous payez pour avoir votre génome, mais Pfizer et Genentech repayent la même société pour pouvoir les exploiter. Je pense que c'est important en termes d'éthique de comprendre que quand je donne mes informations, je voudrais savoir à qui elles sont données et si je l'autorise bien évidemment. Donc c'est des sujets de fond. Et puis vous avez des laboratoires de recherche qui travaillent notamment avec Roche eh bien, sur le traitement du cancer. On va intégrer toutes ces technologies de big data comme je l'évoquais tout à l'heure. Un des points qui me semblait important, parce que vous allez le voir, c'est assez transversal, sur l'évolution. On a beaucoup parlé des GAFA, mais aujourd'hui il y a les NATU. Et je trouve que si on doit retenir un des points aussi, au-delà des tendances, c'est que les Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, donc ces fameux NATU, sont en train aussi de bouleverser le système de santé. Et pour un exemple tout à fait concret, et notamment ça a été fait en Inde, aux États-Unis et bientôt en France, où vous avez Uber qui permet eh bien, d'avoir un taxi, enfin une voiture VTC très rapidement. Eh bien, ils ont développé une plateforme qui s'appelle UberX, Uber quelque chose. Ils ont proposé un premier service qui s'appelle Uber Eats. Donc sur Paris et dans d'autres villes maintenant, vous pouvez commander votre repas et qui est livré par un chauffeur Uber. Eh bien, depuis maintenant quelques mois, des sociétés ont proposé avec des pharmacies de pouvoir faire livrer vos médicaments. Pour quelles raisons? Ils se sont rendus compte que beaucoup de patients avaient des multi-pathologies et donc ne pouvaient pas se déplacer. Et ce n'est pas le système « est-ce que la Sécu va pouvoir me payer? Est-ce que je vais avoir telle ou telle information ?» C'est que rapidement, j'ai la livraison de mon médicament et donc la valeur perçue, qui est quand même le plus important pour le patient, permet de changer les modèles. Deuxième chose, il y a un acteur de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Maintenant, vous pouvez prendre des rendez-vous qui s'est mis en contact avec Uber pour dire, eh bien, vous prenez le rendez-vous et vous avez un chauffeur Uber qui vient vous voir et vous récupérer pour aller à votre rendez-vous. Et là, ce n'est pas de l'ubérisation, c'est juste que ça répond à un besoin attendu par les patients. Donc voilà, notamment Uber, donc Practo, qui a été lancé il y a quelques mois. Voilà.
Et donc, c'est un système qui est impacté par l'innovation technologique et les services. Et donc, notamment, on en a beaucoup parlé, notamment en introduction, sur notamment l'informatique quantique, qui est en train de redessiner complètement les possibilités de la médecine. On a parlé de Watson, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'ordinateur quantique, c'est 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur conventionnel. Donc, on imagine la capacité de calcul qui permettra peut-être de diagnostiquer par exemple les cancers du poumon, ce qui est déjà le cas par exemple pour Watson, et donc redéfinir le rôle du médecin, qui n'est pas je vais supprimer le médecin, mais je vais peut-être passer plus de temps avec mon patient, lui expliquer. Et ce qui a été dit juste avant sur le tourisme, on peut l'appliquer à la santé en se disant que ce qu'attendent les patients, ce n'est pas d'avoir un ordinateur qui va réciter ou donner un diagnostic, mais d'avoir un médecin qui, avec sa connaissance, son expérience, son émotion, va être capable de redonner une information qui a été traitée par de l'informatique. Et puis, je vais laisser bien sûr Nicolas en parler, mais la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité maintenant mixte, notamment avec les HoloLens. On a fait une conférence hier à Paris, on a présenté devant 250 personnes la technologie HoloLens que vous voyez là juste à l'écran et qui permet, eh bien, en gardant la vue, donc c'est-à-dire que vous voyez comme je vous vois là, eh bien, d'avoir un corps humain à côté et donc en termes de formation médicale, de pouvoir permettre de tourner autour de ce corps et notamment d'apprendre la physiologie. Voilà un exemple concret. Et puis, bien sûr, le Oculus Rift, ça a été évoqué. On va notamment traiter tout ce qui est des phobies. Et donc là, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont mis en place. Notamment, il y a des travaux qui sont portés par le professeur Pierre Philippe à Bordeaux. Il y a également des collaborations au Canada, où nous sommes présents, où il y a énormément de sujets qui sont traités pour, grâce à la réalité virtuelle, et bien traiter ce type de pathologie. Et donc, je vais passer rapidement cette slide juste pour vous dire que ce qui est important, ce n'est pas la technologie en termes d'approche, mais c'est plutôt la méthode de pensée. Et que quand Kodak n'avait pas pris en compte plusieurs technologies, c'est que les itérations de création aujourd'hui sont extrêmement rapides. Je teste, je vérifie, j'ai le retour des patients, et donc je peux avoir une information intéressante. Et donc, je vous ai mis un élément qui est important, c'est qu'il faut réfléchir à l'e-santé ensemble. Et donc, quand je parlais tout à l'heure d'éviter les silos, il faut rassembler les patients, les médecins, les pharmaciens, les game designers, les développeurs qui ne se parlent pas aujourd'hui ou parlent moins, et notamment des initiatives qui ont été lancées par Hacking Health, donc au Canada, et qui va être fait en octobre prochain, et qui est lancé par deux médecins, Édouard Lhomme et Clément Goers, et qui réunit pendant un week-end à Bordeaux des centaines de personnes pour réfléchir. Et si vous avez une pathologie, ou votre sœur, ou quelqu'un, vous avez imaginé, eh bien vous allez rencontrer un développeur, vous allez rencontrer un pharmacien qui va vous aider. Voilà l'exemple même aujourd'hui de la nouvelle version entre guillemets, de la santé. Elle est collaborative et elle s'explique. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aujourd'hui aussi des hackathons qui sont lancés par des acteurs. Il y a la CNAM qui l'a fait, avec notamment pour essayer de trouver de la donnée. Donc on ouvre de plus en plus ce type d'informations. Voilà. J'ai essayé de raccourcir, et donc je mets questions-réponses, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Voilà, merci beaucoup.